Pour réussir, si vous voulez, à faire une belle marge, je vais m'intéresser à cette voiture. Je vais aller sur Internet, je vais regarder sur certains sites du style et je vais faire mon analyse du marché. Le client était séduit, il est tombé amoureux directement. Le chiffre d'affaires qu'on a fait en marge, c'était 360 000 €. C'est un appartement exactement qui valait 29 000 € et que j'ai revendu 150 000. C'était une Lancia HF intégrale Evolution. Il l'avait acheté 50 000 €. J'ai mis à 200 000 € la voiture. J'ai un peu baissé, je l'ai vendue à 185 000. Salut, c'est Emile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Business Automobile Rentable, dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir un invité très spécial, Sébastien. Bienvenue sur ma chaîne, comment vas-tu? Nickel, et toi, Emile? Ça va très très bien. Merci de me recevoir. Écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vais brièvement vous présenter Sébastien. Tu as 52 ans, tu as 20 ans d'expérience dans l'automobile, tu es spécialisé sur le créneau des Youngtimers. Tu es passionné d'automobile, mais également passionné d'horlogerie. Tu as également un intérêt pour le monde du nautisme. Tu possèdes un bateau. Tu possèdes également un restaurant. Tu t'es diversifié dans l'immobilier avec 5 SCI qui se composent aujourd'hui d'une vingtaine de biens immobiliers. Tu fais également de la location saisonnière avec une maison à Porto Vecchio, en Corse. Et ton patrimoine immobilier se compose aujourd'hui à la fois d'appartements, mais aussi de locaux commerciaux et ce patrimoine est évalué aujourd'hui à 4 millions d'euros. Donc voilà pour la présentation de Sébastien. Alors Seb, comment fais-tu pour gérer autant d'activités et c'est quoi le secret pour avoir des activités diversifiées comme ça, être à la fois dans l'immobilier mais aussi dans l'automobile? Alors tout a commencé par la passion, par l'automobile. À la base, je suis un passionné déjà. Ok. C'est important. Ça, c'est très important. Je pense que si on n'est pas passionné, on ne peut pas y arriver. Et donc, tout a débuté autour de l'automobile. J'ai commencé à acheter des véhicules au nom propre. Ok. Bon, je suis allé en Allemagne, comme tout le monde à l'époque. Et j'ai remarqué que les produits que je ramenais qui me plaisaient aussi aux autres. Donc, j'ai pu faire des petites marges bénéficiaires. Et j'ai enclenché un système où j'ai fait des financements et j'ai toujours gardé cette marge pour à chaque fois acheter un peu plus haut, quoi. Ok. Voilà, ça c'était le début. Et tu penses que le levier bancaire aujourd'hui c'est quelque chose d'important pour développer tous ces actifs? Alors oui. Moi j'ai voulu aller un peu plus vite. J'ai vendu ma maison personnelle à l'époque en 2003. Donc j'avais construit en 2002. Au passage de l'euro, et j'ai pu faire une levée de fonds avec une marge et récupérer mon apport de fonds de 75 000 €. Donc j'ai créé ma société avec un début, une trésorerie de 75 000 € pour être précis. Aujourd'hui, tu en es là avec énormément de patrimoine, beaucoup d'immobilier et un business qui marche aussi dans l'automobile. Exactement, un business qui marche très fort, d'ailleurs je dirais. Et de mieux en mieux. Après, il y a quand même certains mécanismes qu'il faut comprendre. D'ailleurs, tu l'expliques bien aussi dans tes vidéos. Et je t'en félicite aussi, Emile, parce que... C'est toi qui m'as beaucoup appris. Parce qu'il faut savoir que Seb, c'est à la fois un ami, à la fois un associé, mais aussi c'est mon mentor dans le sens où il m'a appris vraiment beaucoup de choses. J'ai eu la chance de le connaître il y a à peu près 3 ans de ça. Quand j'avais loué ces locaux justement à l'époque. C'est là qu'on s'est rencontrés et ensuite de fil en aiguille il y a une amitié qui s'est créée et c'est vrai que tu as aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience dans l'automobile et tu m'as appris des choses que je ne connaissais pas. Tu as changé beaucoup aussi mon mindset par rapport à ça, notamment sur les marges, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais moi j'étais quelqu'un qui me contentait de petites marges. J'avais pas l'habitude de faire des marges commerciales très importantes et tu nous expliqueras aussi quelques anecdotes par rapport à ça un petit peu plus tard dans la vidéo. La question que j'aimerais te poser maintenant, c'est quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée lors de tes débuts et comment est-ce que tu les as surmontées? Parce que c'est bien de parler de choses positives et il faut, mais c'est aussi bien d'expliquer quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours.
parce que c'est vrai que l'échec, ça fait partie aussi de la réussite. Si vous ne faites rien, effectivement, vous n'avez pas d'échec, mais à partir du moment où vous allez entreprendre, effectivement, l'échec fait partie du game. Personnellement, j'ai fait 1000 erreurs. Demain, j'en ferai encore 1000. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Après, le nerf de la guerre, aujourd'hui, dans l'automobile, ça sera toujours les fonds, la trésorerie. Ça, il n'y a pas de secret. Les banques sont là pour nous épauler, pour commencer petit à petit à monter le business. Pour moi, c'était ce qui avait le plus dur. C'est pour ça que j'ai vendu ma maison. On revient aussi là-dessus. Et ensuite, ça va être plein de choses. Ça veut dire on sait vendre des voitures, on connaît son produit, mais il y a des voitures qu'on ne connaît pas. Au niveau des reprises, il faut s'intéresser au marché. Ensuite, avoir des bons partenaires, que ce soit dans la carrosserie, par exemple, ou la mécanique, pour réduire justement ces coûts-là, qui peuvent être très, très, très importants, quoi, et qui peuvent rogner toute la marge. Ça, c'est clair et net. Je te rejoins totalement là-dessus. Et il faut vraiment prendre le temps de trouver des bons partenaires qui soient à la fois réactifs et à la fois en termes de coûts, dans le sens où on peut avoir des partenaires qui vont pas nous coûter cher mais qui ne vont pas être réactifs, et ça c'est une problématique. Et inversement, des partenaires qui vont être très réactifs mais qui vont nous coûter très cher, et ça c'est aussi un problème. Donc trouver des partenaires de qualité, que ce soit pour la préparation de la voiture ou pour tout le reste, effectivement, je dirais que c'est important. La prochaine question que j'aimerais te poser, c'est quel a été le tournant décisif dans ta carrière, celui qui t'a permis de passer à un autre niveau dans ce business? Oui, bien sûr, oui, c'est surtout les fournisseurs. Ça, c'est très important. À partir du moment où j'ai trouvé des partenaires, je veux dire, qui étaient vraiment exceptionnels, Marco, par exemple, qui est un ami, un Italien. Donc, je me fournissais à l'époque en Italie. L'avantage qu'il y avait, c'est qu'il me procurait une voiture tout au début, puis je m'arrangeais pour faire les réparations, etc. Et à un moment, j'ai compris que lui, il avait tout ce qu'il fallait. Donc, il me livrait la voiture. Niveau carrosserie, elle était tip-top, mécanique aussi, vidange, etc. Donc, la voiture était prête à vendre. Ça, c'était les débuts qui sont allés à un moment, à un point où il y a des camions qui venaient devant et j'étais livré avec 8 voitures. C'était énorme, quoi. Pendant cette période-là où tu travaillais avec Marco, que j'ai rencontré aussi, puisqu'il nous avait livré une Lancia, qu'on a vendue d'ailleurs à un prix assez élevé. À cette époque-là, c'était quoi la marge commerciale que tu dégageais de façon mensuelle, en moyenne, lissée sur l'année, à cette époque-là? Alors, la marge mensuelle, moi, je suis quand même. J'étais dans un créneau Young Timer. Donc, c'est des voitures qui ne perdent pas d'argent, au contraire, qui montent. Donc, si elle n'est pas vendue, c'est pas grave. Après, on peut aller. Le chiffre d'affaires qu'on a fait en marge, au maximum, le record, c'était 360 000 € à l'année. Ça, c'était mon record à l'époque. Ok, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Hein. En hors taxe. En hors taxe. Toi, tu parles toujours en hors taxe. Exactement. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, Marco, tu l'avais rencontré comment? Parce que les gens vont se demander justement. Les débuts, c'est comme tout le monde. Hein. Il y avait le G2, donc c'était un journal. Ensuite, il y avait le Topscar. Et en Italie, il y avait un gros bouquin qui s'appelait Auto Supermarket. Donc c'était assez sympa aussi en papier glacé. Et c'était un spécialiste de voitures de sport et qui était pas loin de chez ma sœur. Ma sœur vit en Italie, à côté de Côme. Et je suis allé le rencontrer. C'est beau là-bas, le lac de Côme. Ouais, c'est magnifique, tout à fait. J'adore. Ouais. Après, l'Italie est mal vue, mais Marco, c'est plutôt un Italien allemand, donc très carré, comme toi. Comme discipliné. Moi. Voilà, discipliné. Donc, à partir de là, on a commencé à faire des choses ensemble qui sont devenues magiques et magnifiques, quoi. Tu as travaillé combien de temps avec lui? 18 ans. Ah ouais. 18 ans, ouais. Je pense que pour faire durer un partenariat et un business comme ça où chacun s'y retrouve pendant 18 ans, il faut être dans une philosophie gagnant-gagnant. Et je pense que tu as su le faire avec Marco. Après, c'est vrai que lui, aujourd'hui, il a eu un certain âge et ça fait que maintenant, je crois que vous travaillez plus trop ensemble. Non, l'Italie n'est plus, on va dire, Las Vegas des véhicules. À l'époque, en 2008, il y a eu la Ball qui était une surtaxe qui était sortie. Et donc, tout ce qui était véhicule de plus de 3 litres, les Italiens bradaient
ces véhicules-là. Donc, on pouvait faire des marges par voiture facilement de 10 000 euros. Sur certaines Porsche, par exemple, 996 Turbo, 996 4S, des choses comme ça, quoi. À l'époque, c'était des belles voitures. Toi, je sais que tu as une philosophie qui est totalement différente de la plupart des personnes qui font cette activité, ce business d'achat-revente automobile, dans le sens où ce que j'ai compris moi avec toi, c'est que moi, si tu veux, par exemple, je vais avoir une philosophie qui est plus axée sur le stockaging, donc le délai de rotation de stock, garder la voiture en stock le moins longtemps, quitte à diminuer un petit peu la marge commerciale. Aujourd'hui, je pense que j'arrive à trouver un équilibre entre stockaging et marge commerciale. Mais c'est vrai que toi, je le vois encore, tu peux faire des marges qui sont vraiment très importantes sur des voitures, qui ne sont pas du tout communes, qui font partie peut-être des 1% de vendeurs automobiles aujourd'hui. Et bien sûr, sachant que c'est des youngtimers, c'est des voitures, c'est un marché de niche qui est assez spécial, c'est des voitures qui restent un petit peu plus longtemps en stock. Exactement, oui. Mais quand ça paye, je veux dire, c'est des sommes qui sont très intéressantes. Qui sont conséquentes, exactement. Oui. La prochaine question que je souhaite te poser, c'est justement quelles sont les clés, quelles sont les stratégies que tu peux communiquer ici pour justement maximiser sa rentabilité. Qu'est-ce qui fait qu'un business automobile est rentable, selon toi? Alors déjà, croire en ce qu'on fait, quoi. Ça, c'est le minimum. Croire en soi aussi, c'est très important. Avoir une bonne estime de soi. Et ensuite, pour faire ces marges-là, il faut connaître son produit, il faut aimer son produit. Il faut croire en son produit. Si on ne croit pas dans son produit, on n'arrivera pas. En règle générale, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs, ils ont une voiture, elle est là, ok. Ils disent, ouais, mais elle n'est pas bien, tu vois, il y a des trucs et tout. Ils n'arriveront jamais à la vendre. Elle va rester 6 mois. Ils vont la regarder un matin, ils vont dire, c'est la plus belle voiture du parc. Dans la semaine, elle est vendue. C'est vrai. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est ne pas acheter pour acheter. Ça, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Moi, encore d'aujourd'hui, je suis intéressé par certains véhicules. Et pour réussir, si vous voulez, à faire une belle marge, je vais m'intéresser à cette voiture. Je vais aller sur Internet. Je vais regarder sur certains sites, par exemple, du style La Centrale, Le Bon Coin. Je vais aller sur Autoscout 24, je vais aller sur Mobile. Et je vais faire mon analyse du marché. Et à partir de là, prendre son temps, essayer d'évaluer la voiture et ensuite aller la voir, bien sûr, ou la faire expertiser. Ça, c'est aussi très important. Une voiture, on peut vite avoir entre 2, 3, 4, 5 000 euros de frais. Ça va très, très vite. Bah, là, je pense qu'on parle des voitures assez premium. Maintenant, en fonction de la qualité du produit qu'on achète, ces frais de remise en état peuvent nettement diminuer. Mais c'est vrai que sur le marché de niche dans lequel toi, tu avais l'habitude d'exercer, qui sont les youngtimers, bah, effectivement, sur des voitures qui ont 20, 30 ans, tu peux rapidement avoir des frais, bah, justement, comme tu l'as dit, de 3, 4, 5 000 euros. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est ta marge commerciale, donc ton prix de vente, moins le coût d'acquisition total qui inclut les frais de remise en état. Et c'est vrai que avec ce que tu m'avais expliqué et partagé, la rentabilité est là, quoi. La prochaine question que j'aimerais te poser, c'est pour un débutant. Moi, dans mon audience, j'ai beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce métier. C'est des personnes qui sont passionnées d'automobile, mais qui ne pratiquent pas l'activité d'achat-revente de voitures, qui s'intéressent à ça. Et selon toi, quelles sont, pour un débutant, les erreurs à éviter dans ce business? Alors, ne pas acheter un prix pour un véhicule, on s'est fait tout savoir là-dessus. Moi, le premier, on est parti en Allemagne aller voir des bouses, des merguez. Hein. Voilà. Et puis, on repart et on a fait 500 km pour rien, quoi. Donc, faire très attention, quoi. En fin de compte, se former, ne pas vouloir aller trop vite et comprendre, essayer, acheter une voiture, la revendre, aller tout doucement, quoi. Et ensuite, ça va venir. Il y a tout qui va s'enchaîner. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Après, ça sera un stock avec 10, 20, 30 voitures.
Ça va très vite. Ouais, c'est vrai que c'est un business exponentiel. Pour rebondir et revenir un petit peu sur ce que tu as dit, quand tu dis qu'il ne faut pas acheter pour acheter, partir en Allemagne, se retrouver avec une voiture qui ne respecte pas les critères de qualité que tu te fixes, est-ce que tu penses que la configuration d'une voiture compte quand tu achètes une voiture? Parce que moi, aujourd'hui encore, des fois, je craque. C'est-à-dire que je vais acheter une voiture, par exemple, un Macan ou un GLC 43, puisqu'on fait pas mal de SUV, c'est le segment qui est un petit peu à la mode, qui monte beaucoup depuis ces dernières années. Je me dis que le prix d'achat en fait est tellement attractif que on peut se passer du toit panoramique. Exactement. Et au final, c'est une voiture qu'on va garder longtemps en stock. Et à côté, on va rentrer la même voiture avec le toit panoramique qui va être affiché en vente 4-5 000 euros plus cher, qui va se vendre plus rapidement que celle qui était moins chère, mais sans le toit panoramique. Est-ce que tu me rejoins là-dessus par rapport à la config? Exactement. D'ailleurs, c'est toi qui m'as appris de créer en fin de compte toutes ces belles configurations sur ces voitures-là. Et je te rejoins parce qu'on a vendu énormément de véhicules qui étaient très très bien optionnés avec des prix beaucoup plus chers et qui n'avaient rien à voir. Et c'est toujours un argument de vente aussi pour nous parce que le client, de toute façon, quand il va nous contacter, il va être intéressé, il sait qu'elle a ses options. Après, il va jouer bien sûr sur le prix, il va dire qu'il y en a une moins chère. Mais quand on va lui envoyer la liste des options, donc Mécavine, donc là, il va être surpris, quoi. C'est sûr que quand tu envoies un fichier à ton client sur lequel tu as le prix de vente neuf de la voiture et tu as le listing des options avec le prix des options et que le cumul des options, chez Porsche, des fois, ça va très vite. Exact. On a eu le cas là sur une opération qu'on avait fait ensemble sur une Porsche Panamera gris craie. C'est une voiture qui venait d'Italie et cette voiture, elle s'est vendue assez rapidement. Très rapidement. C'était, je crois même que c'est toi qui avais reçu le client. Je crois qu'elle est restée là. C'est moi qui ai traité le client. Après, on l'a laissé à notre vendeur. C'est moi qui ai eu le premier contact. Mais il y avait rien à redire dessus. Elle était magnifique, il y avait le pack chrono, il y avait les roues arrière autodirectionnelles, le toit panneau, enfin la totale, quoi. Le client était séduit, il est tombé amoureux directement. Et pourtant, elle était, je crois, plus de 10 000 euros plus chère que celle qu'on a encore en stock. Exactement, ouais. Comme quoi, faites dans votre sélection, donnez vraiment beaucoup d'importance à la configuration des voitures. Et n'achetez pas un prix, achetez une voiture de qualité dans une configuration de qualité et vous verrez que ça fait vraiment la différence quand vous la vendez. Prochaine question, Sébastien, comment gérer efficacement l'importation de voitures en termes de coûts, de législation et de logistique? Aujourd'hui, nous on a l'habitude d'importer des voitures, on a aussi des facilités par rapport à ça parce qu'on importe plus de 100 voitures chaque année, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et comme je te l'ai dit, dans mon audience et dans ma communauté, il y a des personnes qui commencent un petit peu cette activité, qui sont pas dans l'est de la France, mais un petit peu dans des régions un petit peu plus lointaines. Est-ce que pour toi, importer une voiture d'Allemagne ou d'un autre pays en Europe, c'est un frein? Et est-ce que c'est quelque chose qui est lourd, je veux dire, administrativement, etc., etc. Parce que nous, je dirais qu'à peu près 80% des opérations d'achat de revente qu'on fait, c'est de l'importation. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça en termes de coûts? Est-ce qu'on peut en parler en termes de rapatriement, de logistique, etc. Est-ce que tu peux informer un petit peu les personnes qui regardent cette vidéo? Alors pour les novices, entre parenthèses, ce qu'il faut savoir, c'est que le seul pays, entre parenthèses, en Europe, si je ne m'abuse, c'est la France où, quand on vend le véhicule, on laisse les plaques déjà dessus. Ouais. Les autres, ils enlèvent les plaques. Donc, quand vous allez récupérer la voiture, il n'y a pas de plaque. Elle est à poil. Voilà, donc ça, c'est déjà un gros frein. Un gros frein. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez déjà, par exemple, si c'est un véhicule commandé ou une commande, vous pouvez éditer un WW qui aujourd'hui est légalement autorisé depuis janvier 2012 par le ministre allemand. Donc, on peut circuler en WW, donc 2W, et qui est valable 4 mois. Donc, vous mettez le W au nom du client directement. Et ensuite, vous procédez à la carte grise via le site ANTS. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, vous pouvez, en Allemagne, vous avez, ils appellent ça des plaques provisoires qui sont vraiment spécifiques
qui peuvent être valables quelques jours, une semaine ou un mois. Donc ça, c'est aussi une possibilité de transit pour le véhicule et de rapatriement, quoi. Après, vous aurez aussi le problème de la barrière de la langue, hein. Alors, vous avez aussi aujourd'hui des moteurs de traduction sur Google, etc., pour converser avec l'Allemagne, Ouais, tout à fait. par exemple, quoi. Et après, oui et non, dans le sens où nous, par exemple, sur les voitures qu'on importe, c'est une école qui est différente Exactement. d'aller sur mobile, etc. Les fournisseurs qu'on a et les plateformes avec lesquelles on achète des voitures ne nécessitent pas de maîtriser l'allemand. Exactement. Le site est d'ailleurs en français. Ouais, le site est en Donc, français. Et on n'a pas besoin d'aller checker la voiture, en fait. Exactement. On la récupère juste en On a Allemagne. une très belle expertise dessus. On va revenir à un point on n'a pas encore discuté. Alors les options, c'est bien une voiture, mais sa traçabilité, c'est primordial. Alors voilà, un carnet d'entretien, suivi constructeur, première main ou seconde main. Voilà notre process à nous, hein. Après, il y a d'autres personnes qui prendront peut-être une 5e main ou une 6e main et sans carnet. Ça va être plus dur à vendre. Et vous allez vendre la voiture beaucoup moins cher. Ouais, ça, c'est des arguments de vente qui sont importants. Ouais. Et je trouve que faire ce métier en vendant des produits de qualité, c'est beaucoup plus agréable que de vendre pour vendre à tout prix et penser uniquement à la rentabilité, quoi. Exactement. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple pourquoi? Parce qu'on a mis des process qui sont en place et on a des produits de qualité. Donc, c'est vrai que quand nous, on a une clientèle nationale, hein. Donc le client nous appelle, on lui envoie un mail qui est précis avec les options, le carnet d'entretien. Si c'est d'allemand, on envoie même la carte grise allemande, on n'a rien à cacher. Transparence totale. Transparence totale, exactement. Et pour revenir sur l'importation, je te pose la question Oui. pour que voilà, tu y répondes pour mon audience. Est-ce qu'il y a des coûts relatifs à ça? Est-ce que faire de l'importation automobile, c'est quelque chose que tout le monde peut faire? Bien sûr. Bien sûr, en passant par exemple par notre plateforme, il y a des coûts de rapatriement de camions, donc il y a un coût qui peut varier entre 500 et 1200 euros par voiture. Donc la voiture peut arriver directement chez vous sans se déplacer, qui est vraiment sympa. Il n'y a pas de perte de temps. Prendre un billet de train, mettre de l'essence, prendre un taxi, vous êtes vite à 300 euros. Hein, ça va très très vite. Ouais, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous avez deux stratégies possibles dans l'importation automobile. La première, ça va être d'aller sur mobile ou des sites comme Autoscoot, qui sont notamment plus présents en Belgique, etc., de choisir une voiture et à ce moment-là, donc, vous allez faire ce travail d'échange avec le vendeur, que ce soit un professionnel ou un particulier. Et à partir de là, donc, vous allez demander des éléments à cette personne, à savoir l'historique d'entretien, etc. À partir de là, vous pouvez vous déplacer une première fois pour voir la voiture, pour la checker, l'acheter, la rapatrier. Mais c'est vrai que cette façon de faire, c'est bien pour faire de l'importation sur quelques voitures. Mais à un moment donné, si vous voulez scaler, si vous voulez accélérer, vous ne pourrez pas systématiquement chercher des voitures, aller les voir, aller les checker. Des fois, vous allez avoir des surprises, comme Sébastien l'a dit. Exactement. Ça arrive à tout le monde, même moi. Au début, je partais, quand je voyais une annonce intéressante, je faisais 500 km, j'arrivais. En fait, il n'y avait rien, quoi. C'était totalement nul. Exactement. Ouais. Et par rapport à ça, aujourd'hui, donc, il y a des façons d'acheter qui sont beaucoup plus efficientes et qui vous permettent d'acheter des voitures de façon plus efficiente. Quand je parle d'efficience, ça va être l'acheter via une plateforme qui est transparente sur Internet en quelques clics, se faire livrer la voiture, comme Sébastien l'a dit, ça peut être une option. Ça vous permet de faciliter un petit peu cette partie logistique. Et ce qui est aussi très important, c'est le côté safe, dans le sens où vous n'avez pas de surprise, tout est sur papier, il y a une personne qui est payée pour expertiser la voiture pendant plus d'1 heure, pour faire l'essai routier de la voiture, pour l'inspecter, la mettre sur le pont, etc. etc. Donc ça, c'est nous la méthodologie qu'on a aujourd'hui pour acheter des voitures.
On travaille aussi avec une personne là depuis peu qui est courtier, qui va sélectionner un petit peu des voitures sur le marché allemand. Et c'est des voitures premium avec une rentabilité intéressante également. Exactement. Mais il y a toujours ce côté sécure en fait qui manque, dans le sens où voilà, je le ferai pas sur des voitures qui ont plus de 100 000 km par exemple, ou des voitures qui ont plus de 10 ans, parce que là le risque sera trop élevé, quoi. Mais moi, j'avais un ami, en fin de compte, qui avait un garage, et lui, ce qu'il avait, c'est qu'il avait une petite remorque, tout simplement, hein. Donc, il prenait sa remorque, il allait chercher les véhicules, mais c'était du récurrent, c'était tous les jours, hein. Ah Donc ouais. ça aussi, c'est possible, hein. Je veux Mais dire, c'est du boulot. C'est du boulot, quoi. Mais c'est Mais possible. ouais. Après, c'est pas une façon, je dirais, d'optimiser le rapport Exactement. temps-argent. Exactement. Dans le sens où aujourd'hui, je pense que pour scaler, pour accélérer un petit peu dans le business, il faut vraiment évaluer ce rapport temps-argent et pouvoir déléguer un maximum de choses et se concentrer vraiment sur l'achat, par exemple, qui est quelque chose de très important et que des fois, on n'arrive pas à déléguer. Moi, aujourd'hui, dans ma société, j'arrive à déléguer pas mal de choses, mais l'achat, je m'en occupe encore moins. Je pense qu'à l'avenir, à terme, je pourrais trouver un acheteur qui s'occupe de ça également. Mais Ça va être compliqué, je crois. Ah ouais. C'est quand même bon. Merci. Non, c'est vrai. C'est vrai que les voitures, moi, je suis vraiment impressionné, hein, par toutes les voitures qui rentrent, et puis ces options qui sont... On les choisit. oh. Et c'est le cas aussi pour toi sur des Youngtimers. Toi, Ouais. tu maîtrises très bien le sujet des Subaru, des Lancia, etc. Oui. Des M3. des BMW plus Ouais. anciennes, type M3, E36, E30, etc. Exact. Et ça, moi, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, parce que je pense que ça s'explique aussi dans le sens où toi, tu as un certain âge, tu as connu ces voitures. Exactement. Quand tu avais la vingtaine, c'était l'époque de ces voitures-là. Et moi, je suis d'une génération différente et ces voitures, je ne les connais pas. Mais je pense que tu touches une clientèle avec ces voitures de passionnés et de personnes qui, il fut un temps à l'époque, n'avaient pas les moyens de se payer cette Lancia ou cette BMW. Et aujourd'hui, le mec, il a 50 ans et il se dit, cette voiture, j'en ai rêvé quand j'avais la vingtaine ou la trentaine, et là, il vient l'acheter. Et ces voitures-là, toi, tu les connais mieux que personne, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour eux, c'est un aboutissement aussi. Après, c'est vrai que j'en ai fait des camions et des camions, hein. J'en ai fait beaucoup, je connais tous les problèmes. J'ai fait les premières Audi TT, hein, quand ils étaient sur le marché. Donc c'était aussi une voiture qui était très demandée, hein, surtout la noire, hein. La noire se vendait 2000 € plus cher. Les premiers X5, par exemple, le noir se vendait 2000 € plus cher qu'un gris clair. À l'époque, le noir était à la mode. Le noir était à la mode, il y avait plein de choses. Et on devient, et on l'est au jour d'aujourd'hui, ça veut dire des hommes de l'art, c'est petit à petit. Et je me répète peut-être, mais c'est être passionné par ce qu'on fait. J'aime bien quand tu dis l'homme de l'art. Ouais. C'est beau. Ouais. Et le faire surtout avec le cœur. Je pense que ça, c'est très important, quoi. Se lever le matin, ne pas avoir la boule au ventre, aimer son métier, quoi. Et pouvoir apporter, pouvoir discuter. Ce que j'aime, moi, dans ta formation, Emine, c'est qu'il y a justement ce côté-là, cet accompagnement. On n'est pas obligé de s'associer à quelqu'un. Parce que souvent, dans l'automobile, moi, j'ai fait l'erreur, je me suis associé. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des moyens de s'associer comme nous, on le fait. Exactement. Où chacun a sa société et on arrive à faire des affaires ensemble en ayant chacun notre structure. Donc voilà, on est associé sur certaines opérations. Mais toi, quand tu avais fondé ta société, au début, tu étais associé à quelqu'un. Exact, oui, durant 10 ans, oui. Ouais. Et du coup, quel retour d'expérience tu peux nous faire par rapport à ça? Ça peut intéresser aussi des personnes. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des avantages, inconvénients? Quels sont les inconvénients d'être associé de cette manière-là où vous êtes deux dans la même boîte? Alors, à l'époque, par exemple, il n'y avait pas la formation que tu proposes, quoi. J'aurais gagné 5 ans d'évolution, ça c'est clair et net. Donc j'avais peur de me lancer, je ne connaissais ni les garanties. J'avais fait des études, je ne suis pas une personne super intelligente, hein, j'ai un certificat d'études primaires, hein, je reviens de loin. Ça t'a pas empêché de faire de l'argent? C'est clair. Ma femme dit toujours, il n'est pas intelligent, mon mari, mais il a le sens des affaires. C'est ce qui compte. Voilà.
Mais c'était une super mauvaise expérience, la catastrophe, quoi. Sérieux? Ouais, 10 ans, ouais, j'ai quand même un peu... Le problème, c'est chacun a ses heures, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a un qui tape un peu dans la boîte, l'autre, il va mettre le plein, l'autre pas le plein. Un jour, il y en a un qui est pas là, l'autre, il est là. Je sais pas, il y a pas... Ça crée des tensions. Ça crée des tensions, ouais. Ça crée beaucoup, beaucoup de tensions. Après, je le referai plus. Mais j'avais pas ces possibilités parce que je n'avais pas l'outil. Il me fallait que je me raccroche à quelqu'un qui avait déjà commencé 2 ans auparavant et qui avait, si vous voulez, toutes ces petites ficelles, quoi, entre parenthèses, quoi. Moi, l'avantage, c'est ce qui m'a permis de créer aussi ma société, c'est mon ami Marco. Donc à partir de là, on a travaillé 4 ans avant et ensuite j'ai créé. Et son stock, je prenais ses photos, je les mettais aussi sur Autoscout en France parce qu'Autoscout était un site qui fonctionnait très très bien. Aujourd'hui, plus du tout. Et j'ai commencé à travailler sur son stock aussi à lui. Donc c'est grâce à lui, il faut avoir des partenaires au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est très important, avoir des partenaires. C'est quoi qui fait la différence selon toi en termes de partenaires, etc. dans un business qui marche? Pour toi, c'est quoi les outils que tu dois avoir dans ce business automobile? Est-ce que c'est un logiciel de gestion? Est-ce que c'est un fournisseur de qualité? C'est tout ça réuni? C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. C'est très simple pour nous. On va en parler ouvertement, on va pouvoir vous expliquer plein de choses. On a envie de même vous expliquer 1 million de choses. Ouais, on a 1 million de choses à donner. Avec toutes ces années d'expérience, toi, ça fait aussi 12 ans, quoi. Ouais. Donc, j'ai commencé très jeune. 17 ans, hein. Ouais. La première voiture, tu n'avais même pas le permis, c'est ton oncle, je crois, ou ton cousin qui l'a cherché. Ouais, en fait, la première voiture que j'avais achetée, c'était en Allemagne. C'était une Clio que j'avais achetée, je crois, dans les 2000 €. Et au bout de quelques jours, je l'ai importée, je l'ai ramenée, elle n'était pas très loin. Et je l'ai revendue en quelques jours avec une plus-value nette de 800 €. Et à l'époque, j'étais étudiant, j'étais en alternance, je venais de commencer mon BTS. Et c'était un déclic pour moi dans le sens où voilà, je me suis dit, en fait, là, je suis en alternance, je travaille dans la téléphonie. Et mon salaire, c'était quelque chose comme 700 €. Parce que je travaillais 3-4 jours dans la semaine et inversement, des fois, on était à l'école. Et là, ça a été un déclic pour moi et malheureusement, je n'avais pas les fonds nécessaires pour faire ça tout seul et j'avais sollicité quelqu'un de ma famille, c'était mon beau-frère à l'époque, qui avait un tout petit peu d'argent. Et à cette époque-là, on allait chercher des voitures en Italie. La première voiture que j'allais chercher en Italie, c'était un X5. Et tu es aussi parti en Italie comme moi. Je suis parti en Italie, je connais ce chemin avec les tunnels en Suisse où tu dois rouler à 70. C'est assez pénible. Ouais. Et les premières voitures que j'ai achetées, je n'avais pas le permis, j'étais à chaque fois accompagné, quoi. Ok. Et après, à 18 ans, j'ai eu le permis, c'était quelques mois après. Et là, je commençais à le faire tranquillement. Donc au début, c'était quelques voitures par semaine. Après, j'ai développé le truc. C'était important pour moi, mais surtout un peu pour mes parents d'avoir un diplôme. Donc j'ai continué mes études malgré tout. J'ai travaillé dans des concessions automobiles, chez Volkswagen, chez Audi. Et après, j'ai décidé de m'investir pleinement dans cette activité qui me plaisait. Et après, on s'est rencontrés. C'est là que j'ai commencé à scaler pas mal, quoi. Mais c'était quand même formateur pour toi, parce que moi, ça, je n'ai pas connu. Travailler en concession, tu vois, en tant que vendeur, je l'ai fait un peu à l'arrache, on va dire. Donc toi, c'était T'as appris sur le tas. Sur le tas, ouais, c'était un peu plus compliqué, quoi. Tu vois, toute cette partie process que j'ai mis en place ici, avec les checklists, avec j'aime bien appeler ça ce cercle vertueux, parce que finalement, le cheminement en fait, d'une opération d'achat-revente, si tu as remarqué, il est toujours le même. Oui. Tu commences par acheter la voiture, tu dois ensuite organiser le rapatriement de la voiture, ensuite tu as une étape de préparation à la fois mécanique et esthétique, et à chaque fois, tu as des intervenants qui sont différents. Ensuite, une fois que la voiture est prête, idéalement, nous des fois, la voiture elle rentre, on fait tout de suite les photos. Mais du coup, on arrive à l'étape de la mise en ligne du véhicule. Aujourd'hui, toutes les voitures se vendent par Internet. Tu mets la voiture en vente. Donc là, c'est la force de vente qui s'occupe de la vente, de la livraison de la voiture. Et après, tu as une étape éventuelle de SAV quand il y en a. Ça fait partie du jeu. En gros, c'est ce cercle vertueux qui s'applique. Et si tu maîtrises chaque étape de l'opération d'achat-revente,
eh bien, et que tu mets en place des process où tu as des intervenants qui maîtrisent chaque étape de cette opération, bah, ça peut que fonctionner, quoi. Exactement. Et ces process-là que j'ai mis en place avec ces checklists, etc., et cette façon d'automatiser un petit peu l'opération, entre le moment où le véhicule arrive et est vendu, etc., bah, c'est vrai que je l'ai appris quand je bossais en concession. Ouais, Ça m'a beaucoup aidé. c'est ce qui m'a aussi beaucoup surpris en fin de compte, et j'ai évolué aussi dans ce sens-là, et je ne connaissais pas, parce que je pensais qu'on peut travailler seul. Une fois que j'étais plus associé il y a 10 ans, ben, j'ai tout fait tout seul, entre parenthèses. J'avais un préparateur qui était mon frère, le contrôle technique qui était derrière, emmener le véhicule en carrosserie, faire le vendeur, faire la compta, un boulot de dingue, quoi. Plus de vie. C'est vrai que c'est intense. Mine de rien, en fait, je pense que les gens sous-estiment ce métier-là en termes de charge de travail. Parce que moi, des fois, à l'époque où je faisais tout moi-même, j'ai des amis qui me disaient bon, toi, tu es tranquille dans un bureau, tu attends tes clients. Quoi. Tu fumes des clopes et tu bois des cafés. Voilà, c'est ce que nos femmes nous disent. Voilà, c'est ce que nos femmes nous disent. Mais alors que non, je veux dire, entre l'achat du véhicule, la préparation, gérer le contrôle technique, la carrosserie quand il y en a, etc., la mettre en vente, s'occuper de la vente, gérer la partie administrative, parce que bon, il y a quand même un dossier à faire quand une voiture est importée, gérer toute cette partie de carte grise, etc., ben, finalement, ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Maintenant, c'est clair que on peut très bien gagner sa vie en étant tout seul et en faisant tout ça tout seul jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire faire quelques voitures par mois tout seul, ça se gère très bien et ça va prendre très peu de temps. Ça ne va pas monopoliser tout votre temps. Ça, c'est vrai. Mais si à un moment donné, vous voulez vendre 10, 15 voitures par mois comme nous, ouais, là, il faut y aller. Là, bah là tout seul, c'est plus compliqué. Non, c'est tout. Ouais. Moi j'ai déjà fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Quand vous arrivez le samedi et puis vous devez livrer 4-5 voitures, c'est le stress. C'est le stress. Vous dites à un client, vous venez à 9h, l'autre à 10h, l'autre à 11h. T'es sûr que... T'en as un qui vient en retard, l'autre qui vient en avance. Tout ça, on vient même... T'es en train de poser tes plaques, il est devant toi, il t'attend. Après, ce qu'il faut, c'est... Alors, ce que j'aime en toi et ce que je respecte beaucoup, c'est ton calme et ta manière, en fin de compte, d'aborder les choses. Et tu es très, très, très positif. Et ça, c'est très agréable. Bah, il faut, hein. Ton mindset. C'est important de voir le verre à moitié plein. Et bah, tu as aussi un petit peu ce profil-là. Hein. Tu es hyper positif, tu as toujours le smile. Et c'est bien de travailler dans ce type d'environnement. Tu as des personnes aujourd'hui qui vont être toujours négatives, qui vont voir le verre à moitié vide. Et c'est dommage d'être comme ça, quoi. Parce que c'est un frein. Ok Seb, on va passer à la prochaine partie de cette interview. Et on va parler de quelque chose que tu maîtrises aussi très bien. Tu m'as appris pas mal de choses aussi par rapport à ça, sur ce domaine. On va parler de diversification et de sécurité financière. Comme je l'ai dit quand je t'ai introduit, tu as développé un petit peu tes actifs avec de l'immobilier, mais pas seulement. Voilà, tu as aussi un restaurant, tu as une belle collection de montres. Tout ça, si tu veux, je pense qu'à un moment donné, tu as besoin d'une locomotive pour te diversifier comme ça. Cette locomotive, pour toi, ça a été l'automobile. Exactement. Qui a craché pas mal de cash. Tu as fait aussi un petit peu de bourse, tu as boursicoté. Malheureusement, oui. Et on y a laissé un petit peu de... moi, j'ai laissé pas mal, ouais. C'est pas le meilleur investissement au jour d'aujourd'hui, quoi. Après, au jour d'aujourd'hui, pour moi, la locomotive, et comme pour toi, Emine, c'est l'automobile. Donc, c'est la première source de revenus. À partir de là, une fois qu'on est bien, ça veut dire on est bien entre parenthèses financièrement, on est déjà beaucoup plus crédible par rapport aux banques. Pourquoi ? Parce qu'on est commerçant, on fait un certain chiffre d'affaires. Comme nous, par exemple, on peut faire quelques millions aussi, quoi. Et c'est à quel moment que toi, tu as commencé à te diversifier dans l'immobilier ? Ça, c'est la première question de cette thématique que j'aimerais te poser. Alors, tout au début. C'est-à-dire, dès que j'ai eu les premiers fonds où j'ai pu aller en banque et dire, voilà, bah, j'ai un peu d'apport, je peux faire quelque chose tout de suite. Tout de suite. J'étais déjà prêt dans ma tête. C'était déjà quel âge ? Le plan. C'était, j'étais pas si jeune que ça. Hein. C'était en 2002, donc ça fait... Quand même 22 ans. Donc j'avais 28 ans pour être précis. Ouais.
Et En sachant que je suis parti de chez mes parents à 25 ans. Donc, j'ai pas fait grand-chose, si tu veux. Ok. Je suis resté dans le cocon familial. Bah après, moi, c'est pareil. Hein, le premier bien que j'ai acheté, c'était aussi dans ces eaux-là. Ouais. Et c'était un appartement que tu avais acheté? C'est un appartement, exactement. C'est à Strasbourg, au Neudorf, qui valait 29 000 euros et que j'ai revendu, ça doit faire 2 ans, à 150 000. Pour être précis, oui. ouais. Ouais, c'est une belle plus-value. C'est une belle plus-value, oui, tout à fait. L'immobilier, c'est quelque chose de spécifique. Après, moi, je suis une personne un peu à part, je dirais, dans ce domaine-là, parce que j'ai une stratégie qui est la mienne et qui a très bien fonctionné jusqu'à présent.